Bonsoir. L'auteur de Migrants, Matei Wisniewski, n'est pas seulement un auteur dramatique à succès, c'est aussi un journaliste à RFI. Le texte de sa pièce doit tout à son talent d'écrivain, mais rien à son imagination. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre est l'écho de faits réels, souvent même bien en deçà de ce que les médias nous révèlent chaque jour. Chantage, torture, noyade, abus de confiance, commerce d'organes, trafic d'êtres humains à des fins commerciales ou sexuelles, c'est le lot de tous ces frères humains en quête d'une vie avant la mort. Bonne soirée quand même. Montrez-moi vos téléphones portables. Qu'est-ce que je viens de dire là? Montrez-moi vos téléphones portables. Ah, c'est dur, hein? J'espère au moins que vous avez pensé à les recharger. Parce qu'il faut bien vous rentrer ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Ces petits machins-là, ce sont vos vrais bouées de sauvetage. Ce sont vos anges gardiens, vos boussoles. Et pour tout vous dire, vos clés d'entrée en Europe. Donc, vous allez tous taper un nouveau numéro sur votre téléphone portable. Et vous allez le mettre en tête de la liste. Avant ceux de vos femmes, de vos mères, de vos pères, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis, de vos voisins. Parce que ce numéro que je vais vous donner sera demain votre bien le plus précieux. Même le téléphone de Dieu, par extraordinaire, il en avait tas, ne vous servira à rien demain matin. Et celui-là, oui. Donc, vous notez 0, 0, 3, 9, 0, 2, 9, 2, 7, 9, encore 9, et encore 9. Allez, répétez-moi tout ça. 0, 0, 3, 9, 0, 2, 9, 2, 7, 9, encore 9. Bien. Alors, ce numéro de téléphone, c'est quoi? C'est le numéro d'urgence des gardes-côtes de l'Europe. Ah, c'est pas complètement stupide, ça. Tu as presque raison. Sauf que l'Europe n'a pas de numéro d'urgence. Non, ça, c'est le numéro d'urgence de l'île de Lampedusa. Parce que demain, vous serez à Lampedusa. Et moi, je vous laisserai à 2 km des côtes. Et vous, à ce moment-là, vous en profiterez avec votre téléphone pour appeler les gardes-côtes, pour qu'ils viennent vous chercher et qu'ils vous amènent sur la terre ferme. Vous avez bien compris? Oui, chef. Bien. Et là, vous commencerez une nouvelle vie. C'est bien entendu? Oui, chef. Alors, si vous avez compris ça, vous avez aussi compris que votre téléphone portable, il faut le protéger. C'est votre bien le plus précieux que la prunelle de vos yeux. Si demain, dans la nuit, le diable vient et vous dit « Alors, tu me donnes quoi, moi? Hein? Tu me donnes quoi pour que je te garde en vie? Tu me donnes ton téléphone portable ou tu me donnes un œil ?» Si le diable vient vous tenter et vous dit ça, vous dites quoi? On lui donne un œil. Oh, tu es intelligent, toi. D'où tu viens? Je viens d'Érythrée. D'Érythrée. Ah. Et comment tu t'appelles? Eliou. Eliou. Bravo, Eliou.
anti-immigration. Nous vous présentons aujourd'hui le détecteur de battements de cœur. Le détecteur de battements de cœur est sans doute 1000 fois plus efficace que le détecteur de chaleur humaine. Parce que le détecteur de chaleur confond parfois la chaleur humaine avec la chaleur animale. Voire avec la chaleur émise par certains produits de fermentation. Tandis que le détecteur de battement de cœur, il est uniquement programmé sur la fréquence biologique humaine et indique sans faille la présence des clandestins dans un rayon de 10 mètres. Le détecteur de battements de cœur est ultra léger, facilement maniable, Rechargeable. Et pliable. Quant à son design, je vous laisse juger par vous-même. Il ressemble beaucoup à un club de golf, et quand on l'a dans les mains, on s'accroche immédiatement, sensoriellement parlant, à la noblesse de ses matériaux. Céramique, Acier inoxydable. Bois d'acajou. Au chapitre performance, il suffit de faire un tour complet de votre camion pour vous assurer en moins de 3 minutes qu'il n'y a pas de passagers clandestins à bord. Tout intrus de votre gamme, dans votre grenier. Dans votre garage ou votre jardin. ou même dans votre appartement, et démasqué au moins de 2. Mais attention! Attention de ne pas diriger les capteurs vers vous-même! Parce qu'alors, ce sont vos propres battements de cœur qui vont s'afficher sur le cadran. Alors ne soyez pas maladroit vous-même, bêta! N'appelez pas la police. Oui, d'accord. Parce que vous avez mal orienté le détecteur et que vous vous êtes détecté vous-même. Le détecteur de battement de cœur est doté d'une mémoire extrêmement puissante et d'une sensibilité comparable au sismographe parasismique. Si par exemple dans votre camion se trouvent 5 immigrés, eh bien vont s'afficher sur le cadran 5 représentations graphiques de l'activité électrique de leurs cœurs respectifs. Si vous avez 10 ou 20 clandestins à l'intérieur, le détecteur signale une sorte d'avalanche sismique et l'ordinateur incorporé indique avec une marge d'erreur négligeable le chiffre correspondant au nombre de cœurs détectés. Faisons une expérience. Le compteur indique que vous êtes 82 personnes à suivre cette démonstration. Permettez-nous maintenant de vous compter manuellement. Bingo! Vous êtes bien 82 dans cette salle. Merci infiniment de vous intéresser à notre nouveau produit. Et si vous voulez l'utiliser en mode écoute, à cette fois il dispose d'une paire d'écouteurs. Afin de vous montrer à quel point cet appareil est performant, nous allons vous faire écouter des enregistrements testés dans différentes conditions. Ceci sur le battement de cœur de toute une famille afghane. 12 personnes en tout, dénichées dans un poids lourd à Calais. Ceux-là sont les battements de cœur d'une 60aine d'illégaux, sri-lankais, pakistanais et somalis, arrivés à la frontière hongroise le jour même où les autorités de Budapest avaient décidé d'installer des barbelés afin d'empêcher tout nouvel accès sur leur territoire. Vous saisissez la finesse de l'enregistrement. On dirait un bouquet de cris aigus, voire saignants. Ici, c'est plus délicat. Vous n'allez jamais deviner ce que c'est. Ce sont les battements de cœur d'un enfant de 4 ans, au moment où son père le fait passer par un trou pratiqué dans les barbelés, à la frontière de la Macédoine avec la Serbie. Remarquez la précision absolue du signal. On dirait une petite bille de métal qui rebondit sur le carrelage. Ceux-ci sont les battements de cœur d'un Malien, bloqué depuis 6 mois à Sarajevo, au moment où il apprend qu'il sera expulsé. C'est étonnant, non? On dirait un tambour de guerre. Là, on dirait un vrai tsunami. Eh bien, ce sont les battements de cœur d'une centaine de Syriens, d'Irakiens, dont le bateau vient de toucher la terre ferme sur l'île de Lesbos. On dirait un feu d'artifice, n'est-ce pas? Ici, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ce sont les battements de cœur d'un Érythréen en train de se noyer à Calais, à 10 mètres des quais, en essayant de rejoindre un ferryboat à la nage. On n'a rien pu faire pour lui, la mer était trop haute.
a pu enregistrer ces derniers battements de cœur. Ouais, qu'en les écoutant, on se rend compte que je ne savais pas nager. Concernant le prix de notre produit, je vous assure qu'il est tout à fait abordable. Et en plus, vous pouvez le payer en 2 Ou 3 fois, sans frais. sans frais. Sans frais! Écoutez mes frères, demain vous allez aborder le sol de l'Europe. Vous allez enfin voir à quoi ressemblent vos rêves. Et en attendant, il va falloir vous tenir tranquille. Car nous sommes 100 personnes sur ce bateau. Donc cette nuit, il faudra se comporter comme si on était un seul homme. Personne n'a le droit de se mettre debout. Celui qui crie, celui qui panique, celui qui se met debout, je lui fends le crâne. Avec ça! Avec ça! Parce que si vous paniquez, on risque de chavirer et on coupe. Parce que si vous commencez à vous exciter inutilement, on risque de basculer et c'est foutu. On est tous bons pour aller donner à manger aux poissons. Donc, cette nuit, pour une fois, vous ne bougerez pas. Ce ne sera pas long, nous en avons pour une quinzaine d'heures, la mer est calme et les prévisions sont bonnes. Donc, pendant 15 heures, vous ne faites rien. Vous avez le droit de payer, à condition que je n'entende pas le moindre murmure. Vous avez le droit de vomir. Et pour ça, vous allez utiliser les sacs en papier qu'on vous a donnés. Allez, montrez-moi les sacs à vomi. Tous. Bien. Bon. Maintenant que ceux qui n'ont jamais pris la mer lèvent la main. Ah d'accord. J'espère que vous avez au moins appris à nager, hein. Il n'y a rien de moins sûr que ceux qui ne savent pas nager lèvent la main. Oh, écoutez,
C'est pas grave. Vous apprendrez à nager demain, hein? Vous auriez peut-être pu le faire avant quand même, hein? Mais vous n'êtes pas les premiers qui apprendraient à nager le jour où il faut sauver sa vie en nageant. J'appelle ça de la bêtise. Et c'est comme ça. Vous avez glandé pendant des mois sur cette plage de Tripoli en attendant votre embarquement pour l'Europe, mais vous n'avez pas appris à nager. Peut-être apprendre à flotter avec vos gilets de sauvetage. J'espère que vous avez tous bien brûlé vos papiers d'identité et autres documents, que ceux qui ne l'ont pas fait les déchirent maintenant et les mettent à l'eau. Comme ça, vous serez tous à égalité. Vous serez tous sans identité. Vous serez des réfugiés de guerre. Vous serez des victimes de la guerre qui fuient les combats. C'est ça que vous direz quand on vous interrogera sur votre identité. Vous ne dites surtout pas que vous vivez dans la merde dans vos pays, ni que vos enfants meurent de faim. Parce que ça n'est pas du tout un bon motif pour réclamer l'asile politique. Si vous dites ça, on vous renvoie illico chez vous. C'est-à-dire dans la mer. Vous dites que vous venez en Europe pour fuir les combats. Bien. Maintenant, on va partir. Je vais vous laisser pisser et chier une dernière fois. Parce que c'est vrai que la nuit sera peut-être un peu longue pour ça et je n'ai aucune envie que vous souilliez mon bateau. Vous voyez bien qu'il est flambant neuf. Je n'ai pas envie demain de nettoyer vos pipis et vos caca en rentrant. Et puis dites-vous que, avec moi vous êtes plutôt bien tombé. Je n'ai jamais perdu un seul homme. Je crois en Dieu. J'ai moi-même 4 enfants et je fais ça pour sauver mes frères en détresse. Je fais ça parce que ce monde est mal foutu et que je veux apporter un peu d'avenir à ceux qui sont nés dans la partie la plus mal foutue de ce monde mal foutu. Vous comprenez? Oui, chef. Bien. Alors, on y va? Oui, chef. Maintenant, plus personne ne parle. On écoute juste parler la mer et le vent. Priez pour que les vagues soient douces cette nuit. Ça peut aider. Ah, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Eliou. Prends cette chaise, Eliou, assieds-toi. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu crois en Dieu, Eliou? Oui. C'est bien, tu es un bon garçon. Tu as soif? Oui. Tu aimes le coca? Oui. Tiens. Prends ça. Est-ce que tu as un téléphone portable, Eliou? Oui. Bon, tu me donneras ton numéro tout à l'heure. Oui. Tu sais, Eliou, je n'ai pas beaucoup de temps. Hein. Oui. C'est que beaucoup de gens veulent me voir. Je sais. Alors tu vois, mon temps, il est compté. Hein. Oui. Tu sais compter, Eliou? Oui. Bon, alors dis-moi, pourquoi Dieu a fait les hommes avec 2 jambes? Je ne sais pas. Ben, il aurait pu nous faire avec une jambe, une main, une oreille, un œil, n'est-ce pas? Oui. Mais dans sa bonté, Dieu a dit, je vais donner à Eliou 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, 2 poumons, 2 reins, pour qu'il puisse avoir une réserve, tu comprends? Oui. Dieu a voulu nous donner une chance. Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec une seule jambe? Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul œil? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul rein? Non, je ne sais pas. Bah tu ne sais pas parce que ça ne se voit pas. Mais c'est comme lorsqu'on a une seule jambe, hein? On peut vivre toute une vie avec une seule jambe ou un seul rein. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Hein? Pour le cœur, il a dit non, c'est pas la peine de leur en donner 2,
Pour le rat, le foie, il a dit non, ça ne marchera pas non plus, mais... Et pour les reins, hein, pour les reins, Dieu a dit, je vais en donner 2 à Eliou pour qu'il puisse avoir un capital. Tu sais ce que c'est qu'un capital? Non. C'est une grosse somme d'argent. Et ceux qui ont un capital peuvent se lancer dans la vie, peuvent réussir. Et toi, tu veux réussir, Eliou, n'est-ce pas? Oui, Et tu vas aller où? en Angleterre. Mais tu ne sais pas nager, Eliou. Non. Et tu sais ce qui arrive aux personnes comme nous qui ne savent pas nager et qui doivent traverser la mer? Non. On se noie, Eliou. Voilà ce qui nous arrive lorsqu'on doit traverser la mer et quand on n'a pas de capital. Est-ce que tu comprends? Non. Bon alors, je reprends tout. Approche, Eliou. Regarde cette photo. Est-ce que tu reconnais cette ville? Non. Cette ville s'appelle Birmingham et ça se trouve en Angleterre. Tiens, et regarde ça. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est une pharmacie. C'est une toilette publique. Tu sais ce que c'est qu'une toilette publique? Oui. C'est un endroit propre où les gens civilisés viennent pour pisser. Et regarde là, cette bonne femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Elle encaisse de l'argent, Eliou. Ici, dans cette toilette publique, il faut payer pour pisser. Cette bonne femme-là qui est vieille et qui va prendre sa retraite dans un mois, ben, toi, tu pourrais prendre sa place. Tu pourrais arriver à Birmingham, tu pourrais aussi prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, tu n'as pas besoin de savoir nager. Alors, au lieu d'aller avec tes camarades vers la Macédoine, vers la Serbie, vers je ne sais où, moi je pourrais te mettre dans un avion, si tu veux, hein. Mais est-ce que tu veux? Oui. Et tu me paieras tout ça une fois arrivé là-bas. Parce que maintenant tu es riche, tu as un capital. Quel capital? Mais la grosse somme que Dieu t'a donnée. Quelle somme? Mais je parle de tes reins, Eliou. T'en as 2, n'est-ce pas? Or, ton deuxième rein, c'est ton capital. T'as encore soif? Oui. Tiens, prends l'autre coca. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Exclu. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. Il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier ces immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugiés. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Et puis, il faudra aussi trouver les moyens pour rapatrier ces immigrés clandestins, lutter plus efficacement contre ces énormes organisations criminelles qui se trouvent derrière ces trafics d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux se trouvent à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth, il faut le dire. Ils sont nos ennemis de la même manière que les djihadistes de Daesh. Voilà ce que j'avais à dire. C'est ce que j'appelle un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas en faisant un discours politiquement correct qu'on va réussir à agir, non! Il faut appeler un chat un chat! Alors? Pas mal. Bon, écoutez, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous voulez vous débarrasser de votre bon vieux côté politiquement correct que vous devez devenir politiquement incorrect. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous risquez gros, enfin sur au moins 3 ou 4 points. Ah oui, lesquels? Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais les médias aujourd'hui n'utilisent plus le terme d'immigré, ni celui de clandestin. Bah, ils utilisent quoi alors? Ils utilisent le terme de migrant, Ah, et pourquoi? pour ne pas stigmatiser. Mais pour ne pas stigmatiser qui? Bah justement, pour ne pas stigmatiser les immigrés et les clandestins. Non, je comprends pas. Réfléchissez. Réfléchissez. Nous sommes en pleine mondialisation. Et cette mondialisation, nous l'avons voulu. Vous l'avez voulu, votre majorité l'a voulu. Votre pays l'a voulu. Or, dans un monde mondialisé, nous sommes tous des migrants et pas des immigrés. Vous vous suivez? Non. Pour être cohérent avec votre vision économique, il faut oublier les termes d'immigré et de clandestin. Un immigré, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui traverse une frontière et s'installe dans un territoire où il doit respecter les lois, les règles et les coutumes locales. Bref, il quitte un endroit appelé chez lui et s'installe dans un endroit où il n'est pas chez lui. D'accord? Oui. Tandis qu'un migrant est chez lui partout sur toute la planète. Dans un monde mondialisé, on bouge, on migre, on est migrant, on a le droit d'aller où on veut, quand on veut. Et du coup, on ne tombe plus sous l'obligation de respecter quoi que ce soit. Car un migrant se considère comme un citoyen du monde. Et c'est ça que veut la mondialisation. On a mondialisé l'économie, on a libéré la circulation des marchandises, la circulation des idées, la circulation, des idées, oui aussi. Et pourquoi? Je vous demande quelque chose. Pourquoi ne peut-on pas reconnaître aussi le droit des gens de circuler librement? Bah, parce que... Non, mais attendez, moi je vous dis juste la contradiction, un peu, parce que vous voulez. Bah, justement. Donc, pour ne rien risquer, je vous conseille d'utiliser le terme migrant. Parce que c'est politiquement correct. Parce que c'est politiquement correct. Donc, voilà ce que je vous propose pour les 4 premières phrases. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Je vous pose à la place. Vous pouvez noter? Notez. Nous restons sensibles à toute la misère du monde. D'accord. Le mot exclu, je le remplacerai par un simple oui. D'accord. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Je vous propose à la place, nous allons toujours garder les portes ouvertes, mais en fonction de nos possibilités. C'est vague, vous ne trouvez pas? Mais c'est irréprochable. Effectivement. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Je vous propose à la place, on va toujours accueillir des migrants, mais d'une manière contrôlée. Putain! Quoi? Vous êtes fort. Merci, monsieur le président. Vous savez, vous auriez dû faire de la politique, vous. C'est justement ce que je fais, monsieur le président. Ah. Alors, combien? 113. 114. C'est pas possible, remontez-les encore une fois. Alors? Toujours 113. Toujours 114. Tu m'as compté, moi? Ouais. Eh ben, il faut pas me compter, moi! Alors 113. Ouais. Bon. Vous avez compris? Il y a des clandestins parmi nous. Alors écoutez-moi bien. Moi je ne fais que mon travail, hein. Je ne veux de mal à personne. Je ne hais personne. Je crois en Dieu. Mais j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Est-ce que je suis clair? Ferret! Ouais. Tu penses que je suis clair? Oui, chef. Ali! Ouais. Tu penses qu'ils me comprennent tous? Ah ouais, chef. Ouais. Donc 13 personnes parmi nous ne devraient pas y être. 13 personnes se sont faufilées parmi vous sans payer. Est-ce que je suis clair? Pourquoi ils répondent pas? Allez, fais. chef, ils ont peur, hein. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur, chef. Bah, dis peur que ceux qui ont payé n'ont pas à avoir peur. قال لكم شاف الخلوص ما عنده لا شي خاطر
One wax taxi gali. Tous ceux qui ont payé, lèvent la main. اللي مخلص عليه الدين. Compte, ami, compte, ils sont combien à avoir levé la main? Alors, 213. pas bien ça. Pas normal. Alors écoutez-moi bien. On risque tous de crever. Vous comprenez ça? On ne peut pas être plus de 100 personnes sur ce bateau. Vous pigez ça, espèce de taré? On est trop nombreux sur ce putain de bateau. Et on risque tous de mourir à cause de 13 putains de tarés qui se sont glissés furtivement parmi vous. Allez, Fed, dites-leur qu'ils vont tous crever. بعطيكم شنو قالوا الشيف؟ راه اللي ثالث راه غنموتوا جميع. Damantin one di mana. Tu leur as dit? Ouais. Tu leur as dit? Ouais. Alors? Bah alors rien, je sais pas quoi faire. Ils ont pris peur des prix. Oui, oui, chef, il prie. Que ceux qui sont montés clandestinement se mettent debout. Que ceux qui sont montés clandestinement se mettent debout. Tout de suite. يلا نوضوا نوضوا لسه ينوضوا. Conformément au tagan. Oh, écoutez, arrêtez! Ça sert à rien de prier! Dieu peut faire beaucoup de choses, sauf faire tourner un moteur. Et on ne peut pas continuer à avancer comme ça, justement, parce qu'on n'avance pas. Le moteur est en train de se noyer. Et Dieu n'est pas un mécanicien. Et non, Dieu n'est pas un mécanicien, vous comprenez ça? Mais c'est pas non plus un bidon d'essence. Et nous allons épuiser notre essence plus tôt que prévu, parce que nous sommes trop lourds. Donc 13 personnes parmi vous doivent quitter ce bateau. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé. Parce que même si vous voulez payer maintenant votre argent ne vaut plus rien, c'est trop tard. Même si vous avez de l'argent plein les poches, que vous voulez payer 3 fois, 4 fois la course, je ne pourrai pas le prendre. On est trop lourd. Un point, c'est tout. Donc, quand ceux qui n'ont pas payé mettent leur gilet de sauvetage et sautent à la mer. Fred! Oui, chef. Dis à ces connards là qui sont montés en clochette qu'ils ont commis un grave péché que Dieu ne peut pas pardonner. Sur ce bateau, il y a des familles, des enfants, des gens qui ont travaillé toute leur vie pour passer en Europe. Ce n'est pas juste de mettre leur vie en danger. Depuis que je fais ce métier, je n'ai pas perdu un seul homme, pas un seul enfant. Je ne suis pas comme les autres passeurs. Je suis quelqu'un qui respecte sa parole. Et je l'ai prévenu tout le monde, depuis le début. Les clandestins, c'est la mer qui va s'en occuper. Dis-leur tout ça, Fred. Damantin one di mana. Conformément au tagan. Awichi, hewena, na, oui, Sophie la mini la cerveau. Fred, Oui, chef. tu sais à qui il faut donner les gilets, quoi. Je crois que oui. Eh ben alors tu vas les leur donner, hein. Je suis désolé, les amis, mais avec ces gilets, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 24 heures. Alors vous allez avoir tout le temps pour prier. Alors vous mettez vos gilets et vous sautez à la mer. Sinon, c'est moi qui vous jette. Bonjour. Bonjour, il est où? Alors, comment ça va? Ça va? Ça te plaît, Laura? Bah oui. On m'a dit que tu aies peur dans l'avion, c'est vrai? Oui. Mais tu es quand même un grand garçon. Pourquoi tu t'es mis à pleurer dans l'avion? Bah parce que... Mais t'as failli tout gâcher, mon garçon. Je suis désolée, chef. Alors, tu parles anglais, là. Oui. Comment on dit j'ai eu de l'argent? I was lucky. Tu vois, tu parles maintenant anglais, hein? Yes. Et comment on dit je suis heureux? I am happy. Bravo, je suis fier de toi, Elio. Sauf que tu n'es pas vraiment très heureux, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ben non, tu ne l'es pas. Parce que ta famille te manque. Tu leur as déjà envoyé de l'argent? Oui. Combien? 300 livres. 300 livres? C'est tout? C'est tout ce que tu as pu mettre de côté depuis 6 mois? Oui. Mais c'est peu, Elio. C'est très peu. Tu ne pourras jamais faire venir ici ni tes frères, ni ta sœur, ni ta mère, hein? Même si tu travailles jour et nuit, tu ne pourras pas leur payer la traversée. Ben, je veux dire, une traversée sans risque. Parce que ce pays n'est pas vraiment le paradis pour des petits comme toi, hein? Tu bosses, mais on te paie que dalle. Tu
t'es fait des amis, Eliou? Oui, À la mosquée? oui. Bon, alors fais attention, mon garçon, hein. Ici, c'est d'abord les tiens qu'il faut se méfier. Et ça serait bien quand même si tu faisais venir tes frères, ta sœur ainsi que ta mère, hein. Ensemble, vous allez vous entraider, vous allez réussir. Et tu peux les avoir les tiens avec toi dans 2 ou 3 mois si tu veux, hein. Ça ne dépend que de toi, hein. Et comment faire? Tu veux que je t'explique comment il faut faire? Oui, chef. Ben c'est encore Dieu qui va t'aider. Dieu et personne d'autre. Parce que Dieu est grand. Et dans sa bonté, il t'a déjà aidé une fois. Et si tu m'aimes, il peut t'aider encore une deuxième fois, hein. Tu veux qu'il t'aide une deuxième fois? Oui, Et tu veux que je t'explique comment il faut faire? oui, chef. C'est sérieux. Oui, oui. Bon. Lève tes bras, Eliou, et dis-moi combien de bras tu as. 2. Lève tes jambes. Ou bien bouge si tu sautes comme si tu jouais au basket, hein. Combien de jambes tu as? 2. Tu vois? C'est Dieu qui t'a donné 2 bras, 2 jambes, 2 poumons, 2 Pour yeux, que je puisse avoir une réserve. pour que tu puisses avoir une réserve et un capital. Parce que sur cette terre, tout s'achète et tout se paye. Ben, je ne sais pas pourquoi Dieu l'a voulu comme ça, cette terre, mais c'est ainsi, on n'y peut rien. Et heureusement qu'on a quand même... Un capital. Ferme ton œil gauche, il est où? Et dis-moi, est-ce que tu me vois toujours? Oui. Garde ton œil gauche fermé et essaye de taper mon numéro sur ton téléphone. Je vais te dicter, hein. 0, 9, 4, 7, 1, 8, 7, 7, 8. Bah tu vois, Eliou, qu'on peut vivre avec un seul œil, hein? Oui. Alors, Je ne sais pas. pense, Eliou. Pense à tes frères. Pense à ta sœur ainsi qu'à ta mère. Il y a ici, à la surface de tes yeux, une petite tranche de gélatine. C'est transparent et mou. Ça s'appelle une cornée. Et ça vaut 20 000 $ la pièce. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça, riches. C'est Dieu qui s'est dit, je vais donner à Eliou 2 cornets pour qu'il puisse avoir un capital. Oui. Pour qu'il puisse faire venir ici ses frères, sa sœur ainsi que sa mère. T'entends la voix de Dieu, mon garçon? C'est lui qui te parle. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, petit con? Tu pleurniches? Oui. J'ai bien pleuré. Avec mes 2 yeux. Pleure, Eliou, pleure. Tu veux un coca? Ali! Ali! Bonjour! Dis à ces connards qui s'agitent dans la cale de se calmer. Ouais, ça, Je ne veux plus les entendre crier. Ça fait son pas, ils ont de l'eau jusqu'au genou, mais c'est qu'on coule quand même! Si le monde, c'est parce qu'ils se font du tapage. Mais ils ont de l'eau jusqu'au genou, chef! Dis-leur que si le monde comme ça, c'est parce qu'il s'agit trop. Ils sont complètement effrayés! Ils disent qu'ils vont mourir, tous ils sont noyés au condeur! Chef! On est trop lourd là, on va pas y arriver. Ouais, chef, on est très nombreux, il faut faire quelque chose! Moi je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de quelques personnes. Au moins de 3 ou 4! Ou même 5. Chef, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? De toute façon, les gendarmes à Cannes, ils n'ont presque rien payé. Bah oui, chef, on peut prendre 4, leur donner le gilet de sauvetage et les jeter. C'est qui les gens dans la cale? Ce sont des chrétiens du Soudan. Ah, on prenait 2 chrétiens et 2 musulmans. Quoi? Débarrassez-moi de 4 personnes, mais que ça soit 2 et 2. Ah non, chef, moi je peux pas faire ça. Vous voulez, chef? Non, vous le ferez tout de suite encore. Ah non, chef, moi je peux pas abandonner les miens. Oh, écoute, Ali! Chef, c'est pas normal. Nous sommes 83 et eux ils sont que 17. Et alors? Elle est où la démocratie? Bah oui, chef, on est les très nombreux. C'est à nous de faire la loi. Ouais, c'est à nous de faire la loi. Ali! Ouais. Tu sais où on va là, nous? Ah ouais? C'est-à-dire? En Italie. Mais c'est quoi, à ton avis, l'Italie comme pays? C'est l'Europe. Mais non, espèce de petit con! Là où on va, c'est chez les chrétiens! Les chrétiens, c'est
C'est eux qui vont vous recevoir. C'est eux qui vont vous donner l'asile politique. C'est eux qui vont vous donner à boire, à manger, qui vont vous donner un logement. Tu comprends ça, Ali? Tu comprends ça, Fed? Non! Et c'est aussi là que vous allez vivre. Alors, ça risque de pas leur faire plaisir aux chrétiens. Si on arrive en soir, vous leur dites désolé, on était trop lourd, alors on a balancé 4 chrétiens à la mer. Ça risque de pas leur plaire. Ça serait quand même la vérité, non? Mais de toute façon, ce sont eux qui ont inventé la démocratie. Eh ben ils n'ont qu'à payer. Ils n'ont qu'à payer, mais je vous redis que ça ne va pas plaire aux chrétiens qui vont vous recevoir ce soir. Ils vont me faire 50-50. De toute façon, on est tous dans la merde, chrétiens comme musulmans. Alors le mieux, c'est se sacrifier des deux côtés, comme ça, personne n'aura rien à dire. Mais chef, personne ne le saura. Chef, on peut même les balancer tous les 17, comme ça on est tranquille. Ben oui, chef, c'est notre devoir, on est les plus nombreux. C'est démocratique, non? De toute façon, dans la mer, personne n'a jamais rien vu. Mais non, Fred, mais non. La mère cache toujours ses secrets. Tôt ou tard, la mère raconte toujours tout ce qu'elle a vu. Il faut installer un périmètre d'intransigeance en Europe. C'est un peu dur. Au niveau du sens? Plutôt au niveau de la construction de la phrase. On dirait un coup de hache. Alors vous pouvez dire la même chose avec une touche d'émotion. Vous pouvez dire par exemple, nous n'allons jamais abandonner nos convictions humanistes et c'est le moment de les défendre avec encore plus d'intransigeance. C'est pas un peu le contraire de ce que je veux dire? Un peu, oui. mais très peu, très peu. De toute façon, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est de jouer un peu sur la corde de l'émotion. La mondialisation médiatique est avant tout émotionnelle. Alors vous enflammez un peu en recourant au terme humanisme, ça ne peut pas faire de mal. Humanisme, c'est un peu vieillot, non? Oui. Oui. Mais c'est justement le moment de le déterrer. D'autant plus qu'il peut atténuer le choc de la phrase suivante, dont je pense qu'il faut la garder telle qu'elle et pour laquelle je vous félicite. Alors, je peux dire, il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Oui. Juridiquement, la phrase est correcte. Et comme la mesure sera impossible à mettre en pratique, elle est aussi politiquement correcte. Georges. Oui, Monsieur le Président. C'est pas un peu cynique ce qu'on fait ici? Mais pas du tout, Monsieur le Président, on fait ce qu'on peut. De toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Et personne ne le sait. Nous sommes en train de subir un tsunami qui va transformer totalement l'Europe, ça c'est sûr. Mais pour la suite, on ne sait strictement rien. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugié. Ça, je le garde. Non. Ben non, c'est ridicule. Ça fait un énorme lieu commun dans l'économie de discours. Enfin, il faut dorénavant éviter à tout prix les phrases de type « on va tout faire, on va tout essayer, nous allons mobiliser tous les moyens ». Non, ça c'est le genre de syntagme que les lecteurs ne digèrent plus car il va se dire « tiens, lui il prend encore pour un con ». Non, moi ici je vous propose plutôt un moment d'exaltation poétique. Hein? Tout à l'heure on a joué sur la corde de l'émotion. Oui. Et maintenant vous voulez qu'on joue sur la corde de la poésie? Oui, parce que nous sommes en effet dans le même cas. Vous évoquez une mesure inapplicable, alors autant l'envelopper dans une nuée lyrique et dire par exemple « Nous devons faire en sorte que notre bien-être, notre savoir-faire, la paix que nous défendons plus que tout, et notre richesse se répandent chez nos voisins, ainsi que partout où on nous tend la main. Je sais que cela sonne comme un numéro de magie, mais je crois dans la magie de la volonté. » Georges? Georges! Oui, Monsieur le Président. J'espère que vous ne vous moquez pas de moi, là. Non, Monsieur le Président. D'autant que vous pouvez enchaîner sans problème avec la phrase d'après. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Alors, celle-là, vous l'aimez? Oui, elle est courte et robuste. L'art du contrepoint, Monsieur le Président, dans la préparation d'un discours, c'est le critère principal. Le reste, c'est du blabla. Les amis, je crois que le moment est venu de vous mouiller un peu. Vous voyez les côtes grecques là-bas, juste en face de vous. Alors quoi, qu'est-ce qu'on vous dit? Adieu et bonne chance! Quelques derniers conseils, cependant, avant d'aborder les côtes de l'Europe. Dès que vous êtes à 200 ou 300 mètres de la côte, détachez le moteur et laissez-nous couler.
Comme ça, vous êtes sûr que personne ne vous renverra avec le même bateau en Turquie. Et criez aussi fort que vous pourrez. Allah Akbar! Ça alertera les gardes-côtes, ils sauront qu'il y a un nouvel arrivage. Allez, ce sera le moment pour vous de vous jeter à l'eau et de nager jusqu'à la côte. Parce que c'est beaucoup mieux si vous êtes secouru directement dans la mer. Bien sûr. On va vous diriger vers un hotspot pour enregistrer vos empreintes et vos noms. Là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, personne ne peut rien vérifier. L'important, c'est de dire que vous voulez demander l'asile. Sono refugiato, je suis réfugié. I am a refugee, c'est tout ce que vous avez à dire. Mais, si vous êtes pakistanais, il faut faire semblant d'être afghan. Sinon, on vous met tout de suite sur une mauvaise liste. Ah oui, si vous êtes algérien ou marocain, il faut les convaincre que vous êtes syrien ou irakien. Par contre, si vous êtes kurde de Turquie, dites que vous êtes syrien. Sinon, ils vous renverront dans votre cher pays. Eh ouais. Alors par contre, pour les Africains, c'est pas trop quoi vous dire. Hein. Le mieux, c'est peut-être d'essayer de vous faire passer pour des Érythréens, des Somaliens, ou des Soudanais. Ah ouais, bien. Soudanais, Attention, ceux qui veulent passer en Allemagne. Alors là, un tout petit conseil, avant de passer la frontière, vraiment, nous vous conseillons d'enfiler un t-shirt à l'effigie de Angela Merkel. Ça peut aider. Alors pour ceux que ça intéresse, sachez que nous vendons ces t-shirts ici même pour 5 $ pièce. Et ça vous permettra quand vous arriverez en Allemagne de dire c'est Angela Merkel qui m'a invité. Ça peut aider. Mais si vous allez au Danemark, attention, il faut se présenter à la frontière les mains vides. Sinon, on va vous confisquer vos bijoux et votre argent liquide. Ah, pour les garçons, surveillez vos bites. Et si... Ne touchez jamais une femme, même si elle vous sourit amicalement. Et si vous allez à la piscine, n'approchez jamais d'une femme à moins d'1 mètre. Ne vous masturbez pas dans l'eau. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ici, les femmes exhibent leurs seins et leurs jambes. Mais ce ne sont pas des putes. Non. N'abordez jamais une femme seule qui fume et qui boit un verre à la terrasse d'un café. C'est pas le profil d'une prostituée. Non. Si vous voulez vraiment savoir où sont les prostituées, demandez-le au chauffeur de taxi. Bah, bien sûr. Alors, maintenant, le plus important. La demande d'asile. Ouais, très important. Quand vous allez remplir votre demande d'asile, il y aura des traducteurs qui viendront vous proposer leurs services. Certains seront peut-être des gens de votre propre pays. Ne leur faites pas confiance. Leur mission, c'est de dénicher les accents et de démasquer. Alors, si jamais vous avez dit que vous étiez syrien et que vous parlez avec un accent algérien ou marocain, vous êtes foutus. Quoi que vous fassiez, évitez de passer par les pays des Balkans. La Serbie, la Macédoine, le Kosovo, l'Albanie, c'est pire que chez vous. Si vous y mettez un pied, on va vous garder. Pas bon, ça. Alors voilà, on vous a donné tous les derniers conseils qu'on pouvait. Maintenant, la balle est dans votre camp. Il ne vous reste plus qu'à vous jeter à l'eau. Cette terre que vous voyez là-bas sera bientôt à vous. Alors, allez. Que Dieu vous protège! Arrête! Arrête! Espèce de sale petite merde! Mais qu'est-ce que je fais, chef? Ah, tu ne sais pas ce que tu as fait? Non, chef! Mais je vais te tuer! Je vais te tuer! Mais chef, je n'ai rien fait! T'es foutu, t'es un homme mort! J'ai des enfants, chef! Ah, tu as des enfants? Ouais. Et combien? 3. Bah, tu me le diras plus parce que t'es un homme mort! Pardonne-moi, chef, mais pourquoi? Pourquoi? Ah! Tu as le culot de me demander pourquoi! Viens! Les gilets de sauvetage, où est-ce que tu les as achetés? Quoi? Les gilets de sauvetage! Où est-ce que tu les as achetés? Bah, comme d'habitude! Comme d'habitude? Comme d'habitude? T'as le culot de me répondre que tu les as achetés comme d'habitude? Non, tu les as pas achetés comme d'habitude! Tu les as achetés moins cher, n'est-ce pas? Ouais! Ah, salope! Et t'as mis la différence dans ta poche, n'est-ce pas? Ouais! Espèce de sac de merde! Et combien t'as gagné, allez? Pas beaucoup, chef! 5 $ par gilet! 5 $ par gilet? Ouais, voilà l'argent! Je te rends tout!
$5 par gilet. 100 gilets. Ça fait $500, ça. Ouais. Ah ouais. Regarde. Regarde ce que je vais faire avec tes dollars. Espèce de sale petite merde chiante. Tiens, bouffe-les tes dollars. Oh, pardon, moi, Tiens, ils sont beaux tes dollars, tu vas me les bouffer, oui. Je ne mentirai plus jamais, Non, chef. tu ne me mentiras plus parce que t'es un homme mort. Je ne mérite pas, frère. Tu ne mérites pas ça, bravo. Tu ne mérites pas ça. Et les enfants, à qui j'ai donné le faux gilet de sauvetage, ils méritaient ça, eux, peut-être. De quoi? Ah, tu le savais pas. Tu le savais pas. Non. Que tes gilets de merde, que t'as acheté moins cher, étaient de faux gilets. Tu le savais pas, ça? Non. Et ben maintenant, tu le sais. Non. Tes faux gilets que t'as acheté moins cher, non seulement ils ne flottent pas, mais ça alourdit les corps, ça brille, ça aide les gens à soigner plus vite. C'est un passeport pour mourir. Tu as distribué des tombes au lieu de gilets. Et tu dis que tu es croyant. Mais merde, c'est qui ton Dieu? Non. Le fait que vous êtes là et que vous nous écoutez, ça veut dire que tout ce que nous allons vous dire vous intéresse. Nous aimons tous nos enfants. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et nous sommes tous prêts à tout faire pour qu'ils aient un avenir, pour qu'ils puissent vivre normalement, dans l'amour de Dieu et dans la sécurité. Vous êtes tous prêts à tout faire pour partir avec eux en Europe, pour qu'ils puissent avoir un avenir. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller avec eux en Europe pour qu'ils puissent vivre en Europe. Non, le plus simple et le plus sûr, c'est de les envoyer seuls. Oui, je vous assure, c'est la meilleure solution pour vos enfants. Je vais vous dire une chose, vous, comme nous sommes des parents croyants. Oui. Et c'est au nom de Dieu. Et parce que Dieu nous a montré la voie que nous faisons ce travail pour vous et pour vos enfants. Pour qu'ils puissent écrire leur destin. Parce qu'il n'est pas trop tard. Non, pour que l'identité de vos peuples ne se dilue pas. Nous avons fait passer des milliers d'enfants en Europe. D'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, de Libye, de Somalie. Et on n'a jamais perdu un seul enfant en route. Ça, je vous le jure. Sur l'amour de Dieu et sur l'âme de ma mère. Nous ne sommes pas des bandits. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des proxénètes. Nous ne sommes pas des mécréants. Non, nous sommes une organisation humanitaire qui sauve des enfants en détresse. Et vos enfants, vous le savez, ils sont en détresse. Chez vous, ils n'ont pas d'avenir. Non, à tout moment, des hommes en armes peuvent faire irruption dans les écoles et enrôler vos garçons à vie. Et c'est ça que vous voulez? Que vos garçons à 12 ans deviennent des combattants et à faire du djihad? Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Et vous ne voulez pas non plus pour vos filles qu'elles soient enlevées par Boko Haram ou d'autres fous de Dieu ou des individus sans scrupules qui vont les marier de force à des martyrs désœuvrés qui vont les laisser veuves à 18 ans. Écoutez, l'Europe est prête à accueillir vos enfants les bras ouverts. Oui, d'ailleurs, regardez, manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant. C'est marqué page 43. L'Europe met l'enfance au cœur de ses valeurs et de ses préoccupations. Oui, et c'est par ces lois que vos enfants sont protégés. Et ces lois sont bonnes. Ils sont logés, nourris, protégés. Montrez les photos, montrez. C'est dans des maisons comme celle-là qu'ils vont être accueillis. Avec des salles de prière à côté. Oui, et des salles de jeu aussi. Et ils vont manger halal parce que ça c'est prévu par la loi. Oui, et dès qu'ils le peuvent, ils demanderont à vous faire venir. Bon, parlons de questions pratiques. Oui, alors nous, ce qu'on vous propose, c'est un parcours en bus. Oui. Nous transférons vos enfants d'Europe sans danger. C'est un parcours simple, sans problème. Nous ne traversons aucune région en guerre. Nous passons par l'Iran et nous les regroupons dans les villes de Tabriz et de Bakou. Là, par petits groupes, nous nous dirigeons vers la Turquie. Une fois à Istanbul, nous traversons en Zodiac jusqu'à l'île de Lesbos, qui est déjà en Europe. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un zodiaque?
Alors, c'est un petit bateau à moteur qui ne tombe jamais en panne. Alors, on prend vos enfants par l'eau de 40 et puis on les débarque sur une plage. Alors, bien sûr, on leur donne un gilet de sauvetage parce que c'est la règle en Europe. Oui, toute personne qui monte sur un bateau est obligée d'en porter un. Mais vos enfants, ils ne risquent même pas d'être mouillés. Ne croyez pas à la propagande de l'Europe qui publie tous les jours des photos d'enfants noyés. Ça, c'est pour vous effrayer. Ça, c'est vous persuader de rien faire. Ça, c'est vous obliger à vous terrer toujours, les bras croisés au lieu d'agir. D'ailleurs, l'Europe, elle a besoin de vos enfants. Oui. Là-bas, il paraît que les hommes, ils sont tous vieux et qu'ils ne procréent plus. Oui. Il paraît même que les testicules des hommes européens ont rétréci et que leurs semences des... Oui, ça, c'est une autre histoire. Bon, parlons prix maintenant. Pour une prise en charge totale, c'est entre 3 500 et 4 000 euros. Tout dépend de la région où vous habitez. Nous venons chercher votre enfant chez vous dans votre village et nous le transférons tranquillement en Europe. Là-bas, nos hommes sur place diront tout ce qui va se passer. Mais vous ne perdrez jamais le contact avec votre enfant, les enfants, je vous le jure. Et puis, sachez une chose, jamais l'Europe ne renvoie un enfant mineur dans son pays d'origine. C'est vous tous qui risquez d'être renvoyés si vous êtes avec eux. Alors bon, si vous ne pouvez pas payer la somme complète, ce n'est pas bien grave, on s'arrange autrement. Un enfant à 12, 13 ou 14 ans, il peut travailler. Alors, on va les envoyer dans nos ateliers de textile en Turquie. Bon, là-bas, c'est pas bien grave. Ils vont travailler 8 heures par jour pendant 6 mois. Ils seront nourris, logés et protégés. Et avec l'argent gagné, ils pourront se payer la traversée. Voilà. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est quoi? Oui, alors on vous conseille qu'ils demandent asile, en Allemagne ou en Suède. Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants mineurs arrivés l'année dernière en Suède? Plus de 36 000! Oui! Ils vont à l'école, ils apprennent la langue. Et ils penseront à vous. Alors, réfléchissez. Chez vous, vos enfants n'ont pas d'avenir. Vos pays sont devenus des cages où ils ne peuvent plus voler. Laissez-les s'envoler. Laissez-les. Et ne croyez pas que l'Europe leur fasse perdre croyance en Dieu. Non, alhamdoulilah, l'Europe respecte la religion. Il y a des mosquées partout et les fêtes musulmanes figurent dans le calendrier officiel. Bonsoir. L'agence de coordination policière Europol a révélé la disparition de plus de 10 000 enfants migrants durant les 2 dernières années. Il est à craindre qu'une majeure partie de ceux-ci soit désormais réduite en esclavage ou au commerce sexuel par des organisations criminelles. Rappelons que rien qu'en Italie, la trace de 5 000 enfants a été perdue. Le ministère de l'Intérieur britannique a justement annoncé jeudi qu'il étudierait l'accueil d'enfants seuls, éloignés de leur famille par les conflits. Sur le million de migrants arrivés en Europe en 2015, 27% d'entre eux seraient des mineurs. Bonjour Iliou. Bonjour. Alors, tu te souviens de moi? Oui, Mais tu n'es pas content de me voir. je ne sais pas. Alors, tu vas bien Iliou? Je ne sais pas. Mais si, tu vas bien. Tu travailles, tu as toute ta famille avec toi. Tu es un bon fils, Iliou. Oui, Et tu es aussi un bon frère. oui. Regarde-moi un peu droit dans les yeux. C'est fou. On dirait qu'il n'y a pas de différence. Quelle différence? Entre ton œil gauche et ton œil droit, ils sont parfaitement pareils. Non, ils ne sont pas. Peu importe, de l'extérieur on ne remarque rien, mais ils sont parfaits tous les deux, je veux dire. Non, ils ne sont pas pareils. De toutes les façons, tes frères n'ont rien remarqué, n'est-ce pas? Non, mais ma mère, si. Mais bien sûr, ta mère, parce que c'est elle qui t'a mis au monde. C'est comme ça avec les mères, elles ont toujours l'œil. Mais pour tes frères, rien n'a changé chez toi, hein, n'est-ce pas? Non. Tu sais, Léo, je vais te dire quelque chose. Ce que tu as fait pour ta famille se sait. C'est-à-dire? On t'aime et on te respecte parce que tu as pensé aux tiens et parce que tu n'as pas oublié la souffrance des tiens. Non.
Et ces personnes qui t'aiment et qui te respectent veulent te poser une question. Et c'est pour ça qu'ils m'envoient chez toi. Ah, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Tu dois simplement réfléchir à la question. Réfléchir et penser à tes autres frères qui sont en souffrance, que tu ne connais même pas, mais qui restent ta famille, ta grande famille. Est-ce que tu comprends? Non. Bah, tu comprends pas maintenant, mais tu comprendras après. Parce que d'autres personnes en souffrance ont besoin de toi, Eliou. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Ils savent que tu crois en Dieu et que tu seras prêt le jour venu à leur venir en aide. Chef, je ne peux pas aider tout le monde. Mais si, Eliou, tu peux faire quelque chose d'encore plus grand que ce que tu as déjà fait. Car ton âme est bénie. Et Dieu est avec toi. C'est Dieu qui t'a donné 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 poumons, 2 reins. Oui, mais c'est pour pouvoir vivre. Oui, je sais, Eliou. Dieu t'a donné tout ça pour que tu puisses vivre, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Ah bon? Et tu sais qu'en plus de ça, Dieu t'a donné quelque chose. Quoi? Il t'a donné 2 vies, Eliou. Mais non. Mais si, Eliou. Dieu, dans sa bonté, t'a donné 2 vies. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Et parce qu'il voulait que tu sois heureux. C'est ça que Dieu s'est dit quand il t'a fait. À Eliou, je vais donner 2 vies. Une vie sur terre et une autre vie au paradis. Et ça, tu le sais bien, Eliou. Oui, non, je ne le sais pas. Ben, de toutes les manières, je suis ici pour te le rappeler. Hein. Tu es un homme riche, Eliou. Parce que tu as 2 vies. Cette vie qui est comme elle est, et une autre vie, belle et éternelle. Tu es sûr, chef? Et bien sûr, Eliou, je suis sûr. Et toi aussi, tu dois être sûr. Parce que tu es un brave garçon qui fait toujours ses prières et qui pense à ses frères. Non. Et c'est cette question que je suis venu te poser. Non. Comme tu as 2 vies, Eliou, tu ne peux pas en donner une à tes frères en souffrance? Et puis il faudra trouver les moyens pour lutter plus efficacement contre ces grosses organisations criminelles qui se trouvent derrière ces trafics d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux se trouvent à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth, il faut le dire. Ils sont nos ennemis, de la même manière que les djihadistes de Daesh. Voilà ce que j'avais à dire. C'est ce que j'appelle un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas en faisant un discours politiquement correct qu'on va réussir à agir, Non, mais non, Monsieur le Président. N'essayez plus de sortir du politiquement correct avec une pirouette sur le politiquement correct. D'accord, Georges? La pensée politiquement correcte, c'est notre meilleure clôture, Monsieur le Président, contre notre devoir d'agir. D'accord. C'est notre système de barbelé mental qui nous permet de donner des leçons sans être obligé de trouver des solutions. Donc, Georges, d'accord, quand même. Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas les moyens de résoudre les problèmes de ce monde, restez politiquement correct. D'accord, Georges. Mais merci, Georges. Shakira! Shakira! Qu'est-ce? Shakira, ne sois pas farouche, tu sais que je veux ton bien. Je ne veux pas partir à Istanbul. Mais tu seras bien à Istanbul. Tu as des mains d'or. Tu vas travailler dans un salon de massage. Tu vas gagner ta vie. Dans 6 mois, tu auras remboursé tes dettes. Et ensuite, tu pourras partir en Europe. C'est pas comme ça qu'on s'est entendu? Non. Oh, allez, fais-moi un bisou. Non. Je vais te quitter tout de suite. Ah bon, tu veux me quitter maintenant? Oui. Bon, sache que tu vas manquer. Je m'en fous. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une cigarette? Non. Pourquoi tu m'as vendu? Mais je t'ai pas vendu. Tu es comme ma fille, je te vendrai. Alors pourquoi tu dis que je dois partir à Istanbul? Parce que j'ai une dette envers ce monsieur. Tu m'as vendu pour payer ta dette? Eh, je t'ai pas vendu. Je t'ai prêté. Tu m'as prêté? Ouais. Pour combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ouais, Shakira, pour 6 mois. Après,
Après, je te reprends et je te fais passer en Allemagne. Non, c'est fini. Tu me reverras plus jamais. Shakira, tu peux pas laisser tomber. Tu me demandes à moi de ne pas te laisser tomber. J'ai une dette d'honneur, je ne peux pas faire autrement. Tu as une dette d'honneur. Et c'est à moi de payer ta dette d'honneur. Je t'ai perdu au poker. C'est sérieux là. Je ne peux pas faire autrement. Ce monsieur t'attend en bas. Tu pars avec lui, tu restes sage. Sinon ça retombe sur moi. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas partir comme ça? Mais si. Non. Est-ce que tu vas me faire la peine? C'est pas ça que tu veux. Non, attends, viens ici, viens. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ça. C'est quoi ça? Tiens, regarde. Ce sont des photos. Des photos de ta famille. D'où est-ce que t'as ces photos? Mais peu importe, j'ai voulu faire la surprise. Tiens, c'est ton petit frère. Il est mignon. Il a quel âge? Qui l'a pris en photo? Pourquoi tu me montres ça? Ta mère. Elle est encore jeune. Et elle travaille beaucoup, d'après ce que je vois. Du coup, ton petit frère et ta petite sœur, ils sont souvent tout seuls à la maison. Elle a quel âge, ta petite sœur? Il a 4 ans. Ah. Elle est jolie. Hein. Et elle est sage. Ton petit frère, il sort dans la rue pour aller jouer au foot de temps en temps, mais elle, là, elle est toute seule à jouer avec ses petites poupées. C'est toi qui lui as envoyé toutes ces petites poupées, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Bon, tu sais, l'année prochaine, en Allemagne, tu pourras reprendre tes études, aller à l'université. Ta mère, elle sera fière de toi. Je vais lui parler. Elle doit être à la maison à cette heure-ci. Ça sonne. Tiens, parle-lui. Maman? Tu es comme ça. Je suis bien, maman, je suis en bonne santé. Et maintenant, je vais travailler à Istanbul. La semaine prochaine, je vais t'envoyer un peu d'argent. Je veux que tu ne manques de rien. Passe-moi mon petit frère, je voudrais parler un peu avec lui. Eh ben voilà, c'est bien. Je vous laisse parler tranquillement. Ah, et surtout, dis-lui de bien faire attention quand il va jouer au foot dans la rue. Parce qu'avec tous ces camions qui passent par là, Bon, je vous écoute, Georges. bon, ça peut tenir encore 4 ou 5 ans. C'est-à-dire? C'est-à-dire le rythme actuel d'1 million de migrants par an. Et après? Après? Ah bah, ce sera au revoir la démocratie. Ah bah pourquoi? Et parce que l'extrême droite va gagner, partout, et toutes les élections. D'où est-ce que vous tenez ça? Bah, des sondages et des simulations d'opinion. Vous croyez que c'est une invasion, Georges? Non. C'est une révolution. C'est-à-dire? Parce qu'on a construit un supermarché dont les images arrosent sans cesse la planète, cela depuis des décennies. Mais les rayons qui dégorgent de produits sont situés dans un périmètre géographique limité. C'est donc normal qu'on se retrouve avec des queues gigantesques à l'entrée. On aurait dû se cacher, donc, ne pas envoyer autant de cartes postales à nos cousins plus pauvres. C'est encore de la faute aux médias. Oui, et oui, Monsieur le Président. Ne pas se vanter avec nos produits, notre génie et notre sens de l'universalité. Je ne vois pas pourtant où est la révolution. C'est que le grand barman en a marre de servir le bon vieux whisky dans certains verres et de l'alcool frelaté dans d'autres. Alors il a décidé de faire un gros, gigantesque cocktail. Il a justement commencé à agiter son shaker. Et que trouve-t-il dans le shaker, Georges? Notre planète, Monsieur le Président. Notre planète. Je vous écoute, Serge. Oui, alors, on ne peut pas les arrêter, mais on peut les ralentir. Ah, comment ça? Par la presse. Il faut privilégier les images négatives. C'est-à-dire? Publier massivement des images de frontières fermées, de clôtures de barbelés, de foyers pour immigrés totalement pourris. Il faut faire massivement des reportages avec des migrants qui veulent rentrer chez eux et diffuser des témoignages de migrants écœurés de l'Europe et totalement déçus. Si on se lance tout de suite, on aura les premiers effets bénéfiques dans 6 mois. Mais il faut que tous les médias parlent de notre administration infernale et insistent beaucoup sur chaque agression contre les migrants.
Il faut que ça passe en boucle, hein. Incendie contre les foyers de migrants, slogans et graffitis anti-migrants, manifestations anti-immigration. Il faut aussi filmer et passer en boucle toutes les reconduites à la frontière et les expulsions. Et en cas de délit grave commis par un migrant, il faut que le procès soit retransmis en direct. Surtout les procès pour viol ou agression sexuelle. Ça aura un effet rapide. Hein. D'après nos simulations, si on s'y met maintenant, le flux de migrants va reculer de moitié l'année prochaine. Comment faire ça, Serge? La presse est libre, on ne peut rien imposer. La presse est libre, Monsieur le Président, mais elle est régie par l'esprit de troupeau. Hein, il suffit de donner le là. Ah oui, on peut donner le là dans une démocratie. Nous sommes une démocratie effrayée, Monsieur le Président. Je vous écoute, Michel. Avec la ligne actuelle, vous n'avez aucune chance, Monsieur le Président. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous perdez, dans tous les cas de figure. Ah, et qui donnait gagnant? C'est le parti anti-immigration. Le parti des effrayés. Oui. Et même si l'économie redémarre. L'enjeu n'est plus économique, mais identitaire. On a testé l'argument, les migrants, source du futur miracle économique. Ça ne suscite aucun enthousiasme. Au contraire, ça amplifie la suspicion. Ça ne marche pas non plus. Le scénario du bouleversement démocratique à long terme dans les pays d'origine des migrants. On a déjà 20 000, oui, je crois. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. 20 000 jeunes issus de l'immigration, nés en Europe, qui sont allés faire le djihad. Alors, personne, mais vraiment personne ne croit que les enfants des nouveaux arrivants iront demain promouvoir la démocratie dans les pays de leurs parents. Personne. Donc, ma seule chance, c'est d'abattre la carte du zéro immigration. Vous voyez que je ne suis pas aussi bête que ça, Michel. Oui, votre seule chance, c'est d'aller vers le zéro immigration clandestine et pause totale pour l'immigration légale pendant 5 ans. C'est pas un peu fort, ça, vous trouvez pas? Fort mais faisable. Hein. Ouais. Parce qu'on a testé par un petit sondage cette hypothèse de travail. Et ça peut faire son chemin. Oui, ils ont bien mordu l'idée. Ça peut marcher. Je viens d'Érythrée et j'ai un doute. Je viens du Yémen. Je viens du Syrie. Je viens du Mali et j'ai un doute. Je viens de Libye. Je viens du Soudan. Et nous avons tous un doute. C'est qu'on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas sûr d'avoir une vie avant la mort. Et vraiment, on n'est pas sûr de ça. Et c'est pour ça qu'on veut vivre pleinement maintenant. Ou au moins essayer d'en profiter un peu. Et c'est pour ça qu'on vient chez vous. Et c'est pour ça qu'on va continuer à venir chez vous. On va continuer à venir chez vous. Nous sommes poussés par une force qui nous dépasse. Vraiment, on ne veut pas vous déranger, mais c'est plus fort que nous. On va continuer à crever, à se noyer en traversant la mer. Mais on va continuer à venir. Donc, n'ayez pas peur. Si on avait été sûr qu'avant la mort, il y a une vie, on serait resté chez nous. Alors voilà, nous sommes là. On a vu à la télé que vous n'en manquez de rien. Tandis que chez nous, c'est la famine. On a vu à la télé que chez vous, c'est la fête tous les jours. Tandis que chez nous, c'est la guerre. On a vu que chez vous, les villes se vident pendant l'été, car vous partez tous en même temps en vacances. Et on s'est dit, tiens, on veut nous aussi goûter à ça. Alors vraiment, ce n'est pas par méchanceté que nous venons chez vous. C'est qu'on veut aussi nous mondialiser, nous occidentaliser, nous urbaniser, nous moderniser, nous démocratiser, nous libéraliser, nous ouvrir, nous émanciper, nous décomplexer, nous civiliser, nous politiser, nous intégrer, nous responsabiliser, nous professionnaliser, nous informatiser, nous privatiser, nous reconvertir professionnellement et nous endetter à la banque, nous socialiser, bénéficier de la formation continue, devenir banque-go, nous syndicaliser, déposer une candidature, voter, contester, avoir un chien, travailler 8 heures par jour et après rentrer à la maison, ouvrir le frigo, manger en famille, regarder la télé. Et ce ne sont pas vos barbelés-là qui vont nous en empêcher, hein. Mais pas du tout. Nous sommes des dizaines de millions à venir à votre table. Donc, s'il vous plaît,
Arrêtez de vous entourer de barbelés dans votre cuisine. Dans votre salle à manger. Dans votre salle de bain. Vous savez quoi? Mettez-vous à notre place. Quand un pays se meurt, il n'y a plus rien à faire. Il faut le laisser mourir. Il faut même l'aider à mourir. Et c'est pour ça que nous quittons nos pays. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'avenir après la mort. Mais le pays, c'est autre chose. Dès qu'un pays se meurt, on peut le mettre en vente. On peut le couper en tranches et le vendre aux enchères. Vous allez pouvoir vous-même en acheter des petits bouts. Des mines, de la terre agricole, des plages, des forêts, des champs pétroliers. Les pays marchent comme ça. Après leur mort, il y a le commerce. Comme les pays On toujours notre vie après leur mort. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas donner notre vie pour notre pays. On peut faire attendre. Chez vous, même devant vos clôtures en barbelés. De toute façon, nous cherchons du travail. Donc, on pourrait nous-mêmes nous occuper de vos clôtures. Et ça fait déjà longtemps que nos parents balayent vos rues. Nettoie vos toilettes, ramasse vos ordures, garde vos enfants, promène vos chiens. Alors pour nous, entretenir vos clôtures en barbelés, les astiquer, calfeutrer les trous, mais c'est un travail comme tous les autres. Vraiment, 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 il ne faut pas avoir peur de nous. Nous sommes prêts à apprendre comment se tenir correctement à table. Et puis, on va apprendre aussi votre langue. D'ailleurs, on parle déjà tous un peu l'anglais. We are the future. Yes, we can. Don't be afraid. We want to be free. Nous allons apprendre le français, l'allemand, le suédois, le finnois, le danois, le grec, le hongrois, le roumain. C'est promis. Nous allons tout faire pour que le monde reste pluriculturel. À votre façon, vous avez déjà donné beaucoup à l'humanité. La colonisation, la décolonisation, la démocratie, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le communisme, le nazisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme, la financiarisation de l'économie et la mondialisation, la révolution informatique, la hollywoodisation de l'information, et la facebookisation de la communication, la googlisation du savoir et la microsoftisation de l'être humain. Maintenant, c'est notre tour de vous proposer une révolution douce, pacifique, lente. Car on n'est pas pressé. Ça va durer tout un siècle. la débarbelisation du monde par la migration. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce qu'un jour, vous-même, vous allez devenir des migrants. Vraiment, c'est le moment de fonder un nouvel humanisme. L'humanisme migratoire. Nous n'allons jamais vous poser des questions bêtes si frais que m'engendrez pas vos idéologies. Jade, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Car nous et vous, nous sommes dans le même bateau. Et nous devons tous naviguer sur la mer de nos différences, de nos haines, de nos contradictions et de nos dilemmes. Et il n'est pas normal de planter des barbelés sur un bateau. Débarbellisons-nous, chers amis. Il y aura sûrement de grosses vagues pendant notre voyage. Mais au moins sur les vagues, on est sûr qu'on ne peut pas planter les barbelés.